spécial. Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire incroyable, celle d'un homme qui a marqué l'histoire de la France et même du monde entier, Napoléon Bonaparte. Reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas non seulement apprendre plein de vocabulaire utile, mais tu vas aussi découvrir une vie pleine de rebondissements, de batailles, de stratégies et de rêves de grandeur. Oui, cette vidéo est parfaite pour pratiquer ton français tout en découvrant un personnage fascinant. Et si tu aimes ce format, pense à laisser un like, t'abonner et surtout nous dire en commentaire ce que tu penses de Napoléon ou s'il y a une autre figure historique que tu aimerais qu'on explore dans une prochaine vidéo. Ça nous aide énormément pour faire connaître cette chaîne à d'autres apprenants de français. Alors merci d'avance pour ton soutien. Allez, on commence. Et pour bien comprendre qui était Napoléon, il faut remonter à ses origines. Napoléon Bonaparte est né en 1769 sur l'île de Corse, à Ajaccio, juste après que la France ait racheté l'île à Gênes. À cette époque, les Corses étaient très attachés à leur indépendance. Et la famille Bonaparte n'était pas particulièrement riche ni influente. Oui, exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le jeune Napoléon n'a pas grandi dans le confort, ni avec des privilèges. C'était même plutôt le contraire. Il avait un accent corse très fort, ce qui lui valait souvent des moqueries à l'école, surtout lorsqu'il est envoyé en France continentale pour ses études. Et pourtant, malgré ça, il va se forcer à parler un français impeccable, il va lire énormément, se passionner pour l'histoire, les mathématiques, la stratégie militaire, et développer très vite une ambition hors norme. Il entre à l'école militaire de Brienne à l'âge de 9 ans, puis il poursuit à Paris. À seulement 16 ans, il devient sous-lieutenant d'artillerie. Et très vite, il va se démarquer par son intelligence stratégique, son audace et surtout sa capacité à voir plus loin que les autres. C'est un garçon discret, souvent solitaire, mais profondément concentré sur ses objectifs. Et c'est ça qui est fascinant. On parle d'un jeune homme qui n'est ni noble, ni particulièrement favorisé, mais qui va grimper les échelons à une vitesse incroyable, notamment grâce à la Révolution française, qui éclate en 1789. Ce grand bouleversement politique va ouvrir des opportunités à des hommes comme lui, qui ont du talent et de la volonté. Et c'est en 1793, à seulement 24 ans, qu'il fait vraiment parler de lui. Il est alors capitaine et il va jouer un rôle décisif dans la reprise de Toulon, une ville stratégique tenue par les forces royalistes et britanniques. Grâce à une manœuvre audacieuse d'artillerie, il contribue à la victoire et impressionne les généraux. Cette victoire marque un tournant dans sa carrière. Il est promu général de brigade à 24 ans. C'est totalement exceptionnel. Et à partir de ce moment-là, son ascension va s'accélérer. Il va être repéré par le directoire, le gouvernement de l'époque, et on va lui confier des missions de plus en plus importantes. Mais avant de parler de son incroyable campagne d'Italie, on peut peut-être évoquer un peu sa personnalité. Oui, bonne idée. Napoléon, c'est pas seulement un général ou un futur empereur. C'est aussi un homme avec une personnalité complexe, parfois difficile à cerner. Il était à la fois froid, calculateur, mais aussi charismatique, passionné, capable de motiver des milliers d'hommes. Il écrivait énormément, que ce soit des lettres stratégiques, mais aussi des lettres d'amour, notamment à Joséphine, la femme qu'il va épouser plus tard. Exactement. Et même dans sa correspondance personnelle, on voit à quel point il est obsédé par la gloire, par l'histoire, par son image. Il ne veut pas seulement gagner des batailles, il veut laisser une trace dans le temps, il veut que son nom soit gravé dans les livres d'histoire. Et clairement, il a réussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette ambition ne l'empêche pas d'être très pragmatique. Il n'agit pas seulement par orgueil, il réfléchit toujours aux conséquences, à la logistique, à la stratégie. C'est pour ça que ces campagnes militaires sont souvent étudiées, encore aujourd'hui, dans les écoles militaires du monde entier.
Et d'ailleurs, on va voir ça dans la partie suivante, avec sa première grande campagne, celle d'Italie, où il va briller de façon spectaculaire et devenir une véritable légende vivante, avant même d'avoir 30 ans. Alors, on l'a dit, en 1796, Napoléon n'a que 26 ans quand il prend la tête de l'armée d'Italie. Il est jeune, mais il impressionne déjà tout le monde par son énergie, sa vision et sa capacité à motiver ses troupes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'armée d'Italie n'est pas du tout dans une bonne situation. Elle est mal équipée, mal nourrie, démoralisée, et pourtant, Napoléon va transformer cette armée en force conquérante. Oui, et il le fait d'une façon très particulière. Il arrive avec un style de commandement nouveau. Il écrit directement à ses soldats, il les appelle camarades, il parle leur langue, il leur donne de l'espoir, il leur promet de la gloire, mais aussi du pain, des récompenses, des victoires. Et très vite, cette armée va commencer à bouger, à avancer, à battre les Autrichiens et leurs alliés un par un. Ce qui est remarquable, c'est qu'il ne suit pas forcément les méthodes militaires classiques. Il bouge rapidement, il divise les forces ennemies, il prend des risques calculés, il attaque là où on ne l'attend pas. Et ça marche. En quelques semaines, il remporte des victoires décisives à Montenotte, Lodi, Arcole ou encore Rivoli. On commence à parler de lui comme d'un génie militaire. Et même ses ennemis le reconnaissent. En fait, ce qui frappe les observateurs de l'époque, c'est sa vitesse d'action, sa capacité à improviser, à prendre des décisions en pleine bataille, mais aussi à gérer la politique en parallèle. Parce que pendant qu'il avance en Italie, il réorganise les territoires conquis, il crée des républiques sœurs, comme la République cisalpine, et commence à imposer des idées nouvelles issues de la Révolution. Oui, Napoléon n'est pas juste un militaire. C'est déjà un homme politique. Il négocie, il impose, il écrit, il fait peur, même aux gens à Paris. Il est trop populaire, trop indépendant, et certains commencent à s'inquiéter de son pouvoir grandissant. Il faut se rappeler qu'on est encore dans une période très instable, avec un gouvernement, le Directoire, qui tient difficilement les rênes du pays. Et pendant ce temps, Napoléon accumule des richesses pour la France, mais aussi pour lui-même. Il envoie à Paris des œuvres d'art, des trésors, tout en construisant sa propre légende. Il comprend déjà que l'image, la communication, c'est fondamental. Il contrôle ce qu'on dit de lui. Il fait publier des journaux pour raconter ses victoires, flatter son armée et façonner l'opinion publique. Et tu sais, il y a une scène célèbre après la bataille du pont d'Arcole. Il aurait pris lui-même un drapeau, traversé le pont sous le feu ennemi, pour motiver ses hommes à avancer. C'est peut-être exagéré, mais ce qui compte, c'est que cette image est restée dans les esprits, et elle a renforcé son statut de héros national. C'est clair. Et là, au final, en moins d'un an, il force l'Autriche à négocier la paix. Le traité de Campo Formio est signé en 1697. C'est une victoire totale pour la France et un triomphe personnel pour Bonaparte. Il devient l'homme fort du moment, celui que tout le monde observe avec admiration ou avec crainte. Et ce qui est fascinant, c'est que cette campagne va vraiment changer la manière de faire la guerre en Europe. Les autres généraux vont essayer de l'imiter. Il a inventé une nouvelle façon de faire campagne. Rapide, mobile, agressive, mais toujours avec une vision politique derrière. Et lui, il commence à se dire que l'armée ne lui suffit pas. Il vise plus haut. C'est ça. Il rentre enfant. Il rentre en France en héros. Il est jeune, il est célèbre, il est aimé par ses soldats et respecté par ses ennemis. Mais il ne veut pas encore le pouvoir, du moins pas directement. Il sait que ce serait mal vu. Alors il accepte une nouvelle mission, une mission très risquée, l'expédition en Égypte. Et là, on va passer dans une toute autre dimension. C'est plus seulement une campagne militaire. C'est une aventure à la fois militaire, scientifique, culturelle et stratégique. Il veut couper la route des Indes aux Anglais, ouvrir un passage vers l'Orient
et même importer la civilisation française en Égypte. C'est ambitieux, très ambitieux. Mais typique de Napoléon, penser grand, frapper fort, surprendre tout le monde. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie, avec la fameuse bataille des pyramides, mais aussi un désastre inattendu. Alors, on l'a vu, après sa brillante campagne d'Italie, Napoléon est au sommet de sa popularité. Mais au lieu de chercher à prendre le pouvoir en France, il accepte une mission totalement différente, presque folle, partir en Égypte. Pourquoi ? Parce qu'il veut couper la route des Indes aux Anglais, affaiblir leur empire colonial et en même temps étendre l'influence française dans l'Orient. Mais ce n'est pas seulement une expédition militaire, c'est aussi une expédition scientifique et culturelle. Napoléon emmène avec lui des ingénieurs, des botanistes, des astronomes, des artistes, plus de 160 savants. C'est comme une armée de la connaissance. L'idée, c'est de montrer que la France n'est pas seulement une puissance militaire, mais aussi une puissance civilisatrice. Et puis, il y a une dimension personnelle. Napoléon veut écrire une nouvelle page de son histoire. Loin de Paris, loin des intrigues politiques, il veut marquer les esprits. Et il y parvient dès le début avec un événement spectaculaire. La bataille des pyramides en juillet 1558. Cette bataille est restée célèbre. Napoléon affronte les Mamelouks, les puissants guerriers égyptiens. Grâce à une tactique innovante, la formation en carré d'infanterie, il remporte une victoire écrasante. C'est un choc pour les adversaires et un énorme coup de propagande. Il fait imprimer des affiches, des journaux et affirme que ses soldats ont combattu à l'ombre des pyramides. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Quelques semaines après cette victoire, la flotte française, qui devait assurer le ravitaillement et la communication avec la France, est détruite par les Anglais lors de la bataille navale d'Aboukir, menée par l'amiral Nelson. Et là, c'est une catastrophe stratégique. Napoléon et son armée sont coincés en Égypte, sans renfort, sans nouvelles, sans possibilité de retour immédiat. Et pourtant, malgré cette situation désastreuse, Napoléon ne se laisse pas abattre. Il continue à organiser l'Égypte. Il crée des institutions administratives, lance des travaux publics, développe des études scientifiques sur les monuments anciens. Et c'est à ce moment qu'un certain Jean-François Champollion découvre la célèbre pierre de Rosette, qui permettra plus tard de déchiffrer les hiéroglyphes. Donc même si l'expédition est un échec militaire, elle reste une aventure intellectuelle incroyable et un moment clé dans le développement de l'égyptologie. Napoléon, lui, continue d'avancer, mais la situation devient de plus en plus tendue. Il tente une campagne en Syrie, mais il échoue devant Saint-Jean d'Acre. L'armée est fatiguée, affaiblie par les maladies, et les pertes humaines sont lourdes. Et c'est à ce moment-là que Napoléon prend une décision totalement inattendue. Il quitte l'Égypte en secret, en 1799, et retourne en France, laissant son armée derrière lui. C'est un geste audacieux, voire discutable, mais il sent que quelque chose d'important est en train de se jouer à Paris. Émile a raison, le directoire est affaibli, la France est en crise, l'opinion publique est instable. Alors Napoléon, qui revient avec l'image du conquérant oriental, va profiter de cette faiblesse politique pour faire ce que tout le monde redoutait, prendre le pouvoir. Et c'est ce qu'il fait avec le célèbre coup d'État du 18 Brumaire, le 9 novembre 1599. Il renverse le directoire et met en place un nouveau régime, le consulat. Napoléon devient premier consul, et même s'il n'a pas encore le titre d'empereur, c'est déjà lui qui contrôle tout. C'est le début d'une nouvelle ère. En quelques années, un jeune général corse, qui parlait à peine français avec un accent très fort, est devenu le maître de la France. Et ce n'est que le début. Il va maintenant réorganiser la société, la justice, l'économie, les écoles. Il veut construire un pays puissant et stable, sous son contrôle. Mais surtout, il rêve encore plus grand. Ce qu'il veut vraiment, c'est la couronne. Et c'est ce qu'on va découvrir dans la prochaine partie, avec un événement historique incroyable,
le sacre de Napoléon en tant qu'empereur des Français. On arrive maintenant à un moment symbolique et historique, le sacre de Napoléon Bonaparte. Nous sommes en décembre 1804 à la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est un événement soigneusement préparé, théâtral et chargé de sens. Il ne s'agit pas seulement de prendre le pouvoir, mais de se donner une légitimité impériale. Napoléon ne veut plus seulement gouverner, il veut devenir un empereur. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout est pensé dans les moindres détails. Il choisit Notre-Dame plutôt que Reims, qui était de la ville traditionnelle du sacre des rois de France. Il veut rompre avec la monarchie, mais en conservant les symboles de grandeur. Et surtout, il invite le pape Pie VI à venir à Paris pour bénir la cérémonie. C'est exceptionnel. Mais ce qui est encore plus marquant, c'est ce geste symbolique qui a fait le tour du monde. Au lieu de laisser le pape poser la couronne sur sa tête, comme le veut la tradition, Napoléon prend lui-même la couronne et se couronne tout seul. Ce geste, c'est une déclaration de pouvoir. Il dit au monde entier : « C'est moi qui décide. Je ne dois mon pouvoir qu'à moi-même, pas à l'Église, pas à Dieu, pas à une dynastie. » Et à côté de lui, il couronne aussi Joséphine, son épouse. À ce moment-là, ils sont tous les deux au sommet de leur pouvoir. Napoléon devient empereur des Français, avec l'appui du peuple après un plébiscite. Il a créé une nouvelle dynastie, un nouvel empire. Ce n'est pas un retour à la monarchie d'avant, mais c'est quand même un pouvoir personnel fort, autoritaire, centralisé. Et l'empire qu'il va construire, c'est à la fois un projet politique, militaire et administratif. Il va réorganiser toute la France. Il crée les préfectures, renforce les lycées, met en place le Code civil, qu'on appelle encore aujourd'hui le Code Napoléon. Il modernise les finances, crée la Banque de France. Il veut une France forte, stable, ordonnée. Mais à côté de tout ça, il continue aussi à faire la guerre. Car l'Europe ne reste pas passive. L'Angleterre, l'Autriche, la Russie, toutes ces puissances s'inquiètent de l'expansion de Napoléon. Et les guerres reprennent très vite. Il va mener plusieurs campagnes militaires, et notamment l'une des plus célèbres, la bataille d'Austerlitz. Ah, Austerlitz. C'est la bataille parfaite, selon Napoléon lui-même. Elle a lieu en décembre 1805, moins d'un an après son sacre. Il affronte les armées russes et autrichiennes, pourtant supérieures en nombre, mais grâce à une stratégie brillante, à l'utilisation du terrain et à une manœuvre de diversion très habile, il les écrase. C'est une victoire totale. Il entre dans la légende. Et cette victoire confirme son génie militaire. Elle impressionne toute l'Europe, mais elle renforce aussi les tensions. Car plus il gagne, plus ses ennemis se liguent contre lui. Et lui, au lieu de chercher à stabiliser la situation, continue à étendre son influence. Il place ses frères et ses proches à la tête de plusieurs royaumes, en Espagne, en Italie, en Hollande. Il veut créer une Europe à son image. Mais ce projet impérial commence à provoquer des résistances, des révoltes et surtout de la fatigue. En France aussi, les guerres coûtent cher. Il faut recruter de nouveaux soldats, lever des impôts, et l'enthousiasme du peuple commence à s'affaiblir. Mais Napoléon, lui, ne ralentit pas. Il continue à avancer, à contrôler, à imposer. Et c'est ça qui rend ce personnage aussi fascinant. Cette énergie sans fin, cette volonté de tout maîtriser, ce mélange de génie, d'autoritarisme et parfois d'aveuglement. Il est capable de bâtir un empire en quelques années, mais il est aussi en train de créer les conditions de sa propre chute, sans le savoir encore. Mais ça, ce sera pour la prochaine partie. On parlera des dernières grandes campagnes, de la débâcle en Russie, de la chute de l'Empire et de la fin tragique d'un homme qui a voulu tout conquérir, sauf les limites de son propre pouvoir. Après des années de victoires, de réformes et d'expansion, Napoléon semble intouchable. Mais comme souvent avec les grandes figures historiques, c'est l'excès de confiance qui précipite leur chute.
Et pour Napoléon, cette chute va commencer avec la campagne de Russie, en 1812. Oui, cette campagne est un tournant tragique. Napoléon veut forcer le tsar Alexandre Ier à respecter le blocus continental, une politique qui vise à affaiblir l'économie britannique. Mais au lieu de négocier, il choisit la force. Il rassemble une armée gigantesque, la plus grande jamais vue en Europe à l'époque, qu'on appelle la Grande Armée. Elle compte plus de 600 000 hommes de toute l'Europe. Mais très vite, tout tourne mal. Les Russes pratiquent la politique de la terre brûlée. Ils fuient, ils détruisent les ressources, laissent les villes vides. Napoléon s'enfonce dans un territoire immense, sans nourriture, sans abri, dans des conditions de plus en plus difficiles. Il arrive à Moscou, mais la ville est en grande partie incendiée. Il n'a ni victoire claire, ni traité, ni approvisionnement. Et l'hiver russe arrive, brutal, glacial. La retraite devient un cauchemar absolu. Froid, faim, maladie, attaque. La Grande Armée est décimée. Seule une petite partie parvient à revenir. C'est un désastre humain et militaire. Napoléon perd l'essentiel de ses forces, mais surtout, il perd l'aura d'invincibilité qui le protégeait depuis des années. Et c'est là que ses ennemis vont en profiter. Une coalition se forme rapidement. La Prusse, l'Autriche, la Russie, l'Angleterre. En 1813, c'est la bataille de Leipzig, qu'on appelle aussi la bataille des nations. Et cette fois, Napoléon est vraiment dépassé. Il perd, et les forces alliées avancent vers la France. En 1814, Paris est occupée. Et pour la première fois, Napoléon est contraint d'abdiquer. Il est exilé sur l'île d'Elbe, une petite île au large de l'Italie. C'est une humiliation, mais il garde encore un certain statut. Il est surveillé, mais pas enfermé. Et contre toute attente, il revient. Oui, en mars 1815, il réussit l'un des coups de théâtre les plus célèbres de l'histoire. Il débarque en France, marche vers Paris et retrouve le pouvoir sans tirer un seul coup de feu. Les soldats envoyés pour l'arrêter finissent par le rejoindre. C'est ce qu'on appelle les 100 jours. Mais cette dernière tentative de retour au pouvoir est brève. Les Alliés réagissent immédiatement. Et quelques semaines plus tard, Napoléon affronte les troupes anglo-prussiennes à Waterloo, en Belgique, le 18 juin 1815. C'est une bataille intense, incertaine, mais à la fin, Napoléon perd, définitivement. Cette fois, il ne sera pas exilé en Méditerranée. Les Britanniques l'envoient à Sainte-Hélène, une île minuscule et très isolée dans l'Atlantique Sud. Il y vit ses dernières années dans la solitude, sous la surveillance constante des Anglais. Il dicte ses mémoires, tente de justifier ses choix, mais sa santé décline peu à peu. Il meurt le 5 mai 1821, à l'âge de 51 ans. Ses derniers mots sauriens. France, armée, tête d'armée, Joséphine. Une fin tragique pour un homme qui a voulu tout conquérir, qui a connu la gloire absolue, puis la chute totale. Mais il laisse derrière lui une trace immense dans les histoires. Et pas seulement en France. Le Code civil napoléonien a influencé des dizaines de pays. Ses réformes éducatives, son modèle administratif, son génie stratégique sont encore étudiés aujourd'hui. Et sa vie continue de fasciner historiens, cinéastes, écrivains et passionnés du monde entier. C'est aussi pour ça qu'on voulait te raconter son histoire. Parce que Napoléon, c'est plus qu'un personnage historique. C'est une leçon de persévérance, de vision, de pouvoir, mais aussi de limites. Il montre jusqu'où peut aller un homme et à quel prix. Alors si tu as aimé ce podcast, pense à laisser un commentaire, nous dire ce que tu as appris ou ce qui t'a surpris. Et si tu veux d'autres histoires comme celle-là, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. On a encore plein de récits passionnants à te partager. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Bravo à toi pour ton apprentissage du français et surtout, continue à apprendre avec plaisir, curiosité
et passion. À très bientôt.